Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 des podcasts de DamienCinématiqueUnivers.com. Alors bon, tout d'abord, merci encore pour vos retours et vos écoutes. Franchement, ça fait super plaisir. La première saison a été géniale à faire. Donc merci de nous avoir écoutés, d'avoir été de plus en plus nombreux. Surtout sur le dernier épisode sur E.T. Voilà, ça a été un bon petit succès, donc on est super contents. Donc du coup, nous revoilà pour une saison 2. Donc on est très contents. J'espère que ça va vous plaire. On va faire plein de choses, vous allez voir, ça va être super. Donc bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps pendant des heures à vous remercier, etc. Je vais surtout vous demander d'écouter ceci. Et oui, qui ne connaît pas ce générique et surtout qui n'a jamais eu envie de frapper à chaque fois dans ses mains quand il entendait le fameux... Oh, quelle équipe d'enfer. Qui n'a jamais eu envie de frapper dans ses mains, ou qui ne l'a jamais fait d'ailleurs. Hein. Tout le monde le fait à chaque fois qu'on écoute le générique. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on parle de la meilleure sitcom de tous les temps, Friends. Here we go, pivot! 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 Shut up! Shut up! Shut up! Okay, I don't think it's gonna pivot anymore. You think? Alors bien entendu, je ne suis toujours pas seul pour cette saison 2. Nous avons la chance d'avoir le retour d'Amandine. Bonjour mademoiselle. Salut, c'est avec grand plaisir que je me joins à vous. Donc, merci de ton retour. Alors je sais, je vous entends d'ici me dire mais où est-il? A-t-il abandonné l'histoire? Mais non, je vous rassure, Monsieur S est toujours là. Bonjour Monsieur S. Bonjour à tous. Et tu vas bien? Ça va? T'es content d'être de retour? Tout à fait, Oui. très content pour le retour de la saison 2. Ouais, bon bah très bien. Allez, c'est parti et parlons Friends. Alors commençons par l'origine de Friends. L'origine vient de 3 personnes en fait. Si vous êtes fan de la série, les noms de Bright, Kaufman et Crane doivent sûrement vous dire quelque chose. Ce sont les noms écrits en bleu que l'on voit à la fin de chaque épisode, de chaque générique. En fait, ce sont les 3 producteurs du show. Alors tout commence avec Martha Kaufman et David Crane au départ, 2 amis qui écrivent des pièces à Broadway, donc à New York, et dont certains commencent même à avoir un certain succès. Ils décident donc de partir à Hollywood pour essayer de percer là-bas dans l'idée d'écrire des séries. C'est à Los Angeles qu'ils vont rencontrer Kevin Bright, et à eux trois, ils vont créer la série Dream On, une première série pour le trio qui sera un succès, qui aura même 6 saisons. On y suit en fait les déboires d'un quarantenaire divorcé, dans ses aventures avec ses conquêtes féminines, et toute l'originalité de la série réside dans le fait que ses pensées intimes sont illustrées par des petits extraits de vieux films en noir et blanc. Alors Dream On marche même très bien. Donc du coup à la suite de ce succès, le trio se voit offrir un petit contrat bien sympathique par Warner et la chaîne NBC pour lancer la production de leur deuxième idée de série qui va s'appeler Friends Like Us. Alors il a longtemps été dit en fait que le titre Friends Like Us était le titre de travail de la série. En fait non, il était bien le titre initial. Il a été changé en fait après les 4 premiers épisodes. Ils ont tourné les 4 premiers épisodes avant que la série soit diffusée à la télé en septembre 94. Les 4 épisodes ont été montrés à un panel de test, comme ça se fait souvent. Et en fait, c'est le panel qui a donné ses restrictions sur certaines choses. Mais en plus du titre trop long, l'audience a trouvé les acteurs pas assez bons, les personnages pas assez forts. Ça a été une vraie douche froide pour le trio de créateurs. Heureusement, Warner et NBC n'ont pas tenu compte de ces remarques et ont quand même décidé de diffuser les 4 premiers épisodes déjà tournés pour voir les retours d'audience. Et c'est le succès immédiat. Le premier épisode dépasse les 20 millions, donc pour les États-Unis c'est un très bon score, et la saison entière aura une moyenne de plus de 24 millions de téléspectateurs. L'aventure était en marche. Donc c'est quand même génial, parce que pour une série qui avait été décriée par les projections de test, on peut remercier quand même Warner et NBC d'avoir eu le cran de quand même lancer la diffusion, et donc tant mieux pour nous. Alors bien sûr la série serait rien sans son casting, car au-delà des talents de ses créateurs, Friends était surtout basé sur un casting fort. Et en fait, ce qui a fait la force, c'était que l'alchimie a pris tout de suite, que ça soit entre eux et avec le public. Et en plus, ce qui était bien pour l'époque, ce qui était rare pour l'époque, c'est qu'il y avait une parité totale, 3 hommes, 3 femmes. Alors, les femmes d'abord, Jennifer Aniston, Courtney Cox et Lisa Kudrow. Toutes les 3 âgées au moment du lancement de la série de 25, 30 et 31 ans.
D'ailleurs, le casting des filles est très drôle pour chacune d'entre elles. Courtney est appelée par son agent pour passer le casting du rôle de Rachel. Mais en lisant le script, elle s'aperçoit que le rôle de Monica lui ressemble plus. Donc elle commencera donc par faire le casting de Rachel, mais se proposera d'elle-même auprès des producteurs pour faire des essais pour Monica, leur expliquant qu'elle était plus proche de son caractère. Et elle avait bien raison. Tu m'étonnes. Au même moment, Jennifer Aniston est appelée pour passer des essais pour jouer Monica. Mais c'est Rachel que les producteurs verront tout de suite en elle. Heureusement d'ailleurs que Jennifer Aniston a tapé dans l'œil du trio de suite, car l'actrice Téa Leoni était quasiment prise pour le rôle de Rachel. Et bizarrement, quand on y repense, je la vois pas. Enfin, je sais pas, Téa Leoni, ça me parle pas en Rachel, quoi. Je sais pas, il y a un truc. Alors, peut-être parce qu'on est habitué à Jennifer Aniston depuis, mais je sais pas, ouais. Je trouve ça très étrange. Enfin, bon, bref. Alors, pour Lisa Kudrow, son embauche va provoquer un changement dans le rôle de Phoebe qui était initialement écrit. Parce qu'en fait, Lisa passe le casting, mais quand elle passe le casting, elle travaille déjà sur une série qui s'appelle Dingue de toi, en tant que rôle secondaire. Alors, qui est assez récurrent, mais voilà, qui n'est pas un rôle principal. Elle joue une certaine Ursula Buffet. Quand Lisa Kudrow obtient le rôle de Phoebe, elle négocie le fait de pouvoir continuer à jouer de temps en temps dans Dingue de toi, ce personnage, car sinon elle ne signe pas. Tout simplement parce que ce rôle secondaire avait été le point de départ de sa carrière et il a été très apprécié par les téléspectateurs, donc par respect pour la production, elle ne voulait pas lâcher le rôle comme ça. Donc les producteurs de Friends, ils la trouvaient tellement en osmose avec le personnage de Phoebe, qu'ils ont décidé de la prendre quand même, malgré ça, et malgré le fait qu'elle soit déjà dans une autre série. Et ils se sont arrangés avec la production de Dingue de toi directement pour créer une histoire de sœurs jumelles pour ne pas perturber les téléspectateurs. Et du coup, c'est comme ça que Phoebe est devenue Phoebe Buffet. Et petite parenthèse, c'était les débuts de Lisa Kudrow comme énorme négociatrice avec les producteurs de la série. C'est clair, on en parlera plus tard. D'ailleurs, Lisa Kudrow, justement, continuera à jouer le rôle d'Ursula jusqu'à la fin de Dingue de toi en 1999. Et le personnage d'Ursula apparaîtra de nombreuses fois dans Friends, ainsi que l'actrice principale de Dingue de toi, Helen Hunt. Alors parlons des hommes maintenant. Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer. Tous les trois âgés de 27, 25 et 27 ans au moment du premier épisode. Quand Matt LeBlanc passe le casting de Joey, il est vraiment en grosse galère financière et il ne reste que 11 $ sur son compte. Sortez les violons. Oui, voilà, petit moment triste. Il court les castings en vain. Il a de plus en plus de mal à vivre son rêve d'être comédien. Et du coup, quand il touche à son premier cachet, il fait à cela en s'achetant un vrai repas chaud et copieux. C'est trop chou. Alors que Jennifer Aniston, pour son premier cachet, a acheté une voiture. Donc quoi, chacun son truc. Mais elle pouvait manger. On a tous des priorités. Bah, voilà, écoute, hein, voilà. Alors pour Matthew Perry, quand Matthew Perry, en fait, il se présente au casting de Chandler en connaissant le script sur le bout des doigts. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il avait fait répéter un ami qui passait le casting quelques temps auparavant. Et son pote ne fut pas pris, mais à force de lire le script, il tomba amoureux de ce personnage du comique de la bande, car il le trouvait, il se retrouvait en lui, quoi. Et ça lui donna l'envie de passer le casting à son tour. Et du coup, par contre, lui, ça a été le dernier à être casté, parce qu'il a été pris le vendredi, et il a commencé le lundi. Donc, en mode speed, quoi. Et alors, David Schwimmer, de son côté, début 92, pour revenir un peu en arrière, il démarre sa carrière en jouant des petits rôles dans plusieurs séries. Il obtient son premier rôle principal début 94 dans la série à sketch Monty. Ça ne marchera pas. Tant mieux pour Friends. Et c'est en juin 94 qu'il obtient le rôle de Ross. Alors quand on parle du casting principal de Friends, on peut rajouter 2 autres acteurs aux 6 acteurs principaux. Tout d'abord, James Michael Tyler, alias Gunther, et sa fameuse décoloration platine, Oh, putain, oui. qui a d'ailleurs eu le rôle car il savait se servir de la machine à café. Donc à tous les stagiaires ou les assistants qui nous écoutent, accrochez-vous, ça peut faire la différence un jour. Hein. C'est ça. Si tu sais faire du café, tu deviendras une star. En effet, l'acteur travaillait dans un café avant Friends et a continué à y travailler durant les 4 premières saisons. On peut donc carrément l'associer au Central Perk. Alors l'autre acteur très important pour Friends, c'est la ville de New York. Même si la série était tournée dans les studios de la Warner à Hollywood, Los Angeles, l'immeuble extérieur existe réellement. Il est au croisement de Grove Street et de Bedford Street, dans le West Village, au sud de Manhattan. Alors pourquoi la production a choisi cet immeuble ? Tout simplement parce qu'il s'agit en fait de l'immeuble où a vécu John Schaffner, le directeur artistique de la série. Il y eut même un épisode hommage à la ville après les attentats du 11 septembre 2001, avec des petits détails visuels comme un drapeau américain au Central Perk et des inscriptions sur l'ardoise de la porte de Joey. C'est dans le season première de la saison 8, dédié aux habitants de New York City, comme on peut lire en fin d'épisode. D'ailleurs, il faut regarder cette petite ardoise parce qu'il y a toujours
des petites choses drôles, des dessins, des petites phrases. Des petits easter eggs qui traînent dessus. Alors, c'est vrai que les acteurs, voilà, ils ont créé une amitié devant, mais aussi derrière la caméra. Comme on le disait tout à l'heure, l'osmose entre les acteurs est arrivée dès le premier épisode. Déjà, le jeu devant la caméra, car lorsqu'on regarde les premiers épisodes, on a l'impression que les personnages se connaissent depuis longtemps, et on y croit, surtout ça. Mais surtout, ce qui fait la force en fait de Friends, c'est que dès le début, une amitié réelle et forte est née dans la vie entre les 6 acteurs. Et on le doit en partie à Martha Kaufman. Quand Matthew Perry a été le dernier casté le vendredi, elle a réuni les 6 acteurs dès le lendemain matin. Ils ont été placés dans un avion direction un week-end détente à Las Vegas. Il y a pire quand même. Il y a pire dans la vie. Et démarrera les répétitions dès le lundi suivant. Une fois les 4 premiers épisodes enregistrés durant l'été, les comédiens furent convoqués début septembre à 4h du matin, un peu moins cool, pour enregistrer le générique de Friends dans la fontaine. Alors ils étaient encore totalement dans l'euphorie des 2 mois de répétition et de tournage non-stop qui les avaient liés. Quand on sait ça et qu'on regarde le générique, on comprend mieux que cette joie, en fait, elle est vraiment réelle, elle n'est pas fictive. D'ailleurs, une petite info inutile, mais qui est toujours bonne à prendre, c'est que les 3 actrices ont mangé tous les jours de tournage pendant les 10 saisons au même endroit et en plus, la plupart du temps, la même chose. C'était dans une petite cuisine qui se trouvait dans les couloirs à côté du plateau de Friends et pendant les 10 ans, à peut-être petites exceptions près, mais en tout cas, Lisa Kudrow expliquait que pendant les 10 ans, elles se sont retrouvées toutes les 3, tous les midis, à manger ensemble. Alors, autre petite info inutile, mais qui est toujours très rigolote. Quand Courtney Cox s'est mariée avec l'acteur David Arquette, elle a demandé à ce que son nom apparaisse comme Cox Arquette sur le générique. En retour, elle a eu droit à ce que tout le monde ait son nom suivi d'Arquette au premier générique. Matthew Perry Arquette, Lisa Kudrow Arquette, je vous la fais pas. C'était drôle ça. Et cette amitié était aussi solide quand il s'agissait de renégocier les salaires. Alors quand les acteurs ont démarré, ils étaient payés 22 500 $ par épisode. Ils terminèrent tout de même à 1 million de dollars par épisode pour les 2 dernières saisons. Et donc comme tu le disais, c'était toujours David Schwimmer et Lisa Kudrow qui négociaient pour les 6 auprès des producteurs. 1 million l'épisode, il y en a 22 par saison, 22 millions. Ça va. Oui, mais que sur les 2 dernières saisons sur 10, quoi. Oui, et surtout que la 10e saison était plus courte en plus. Mais bon, quand même. Mais c'est un thème toujours d'actualité, on en parle beaucoup quand même en ce moment. Il y avait quand même une vraie parité homme-femme, du coup ils ont bien défendu l'importance des 6 personnages. Ouais, et c'était là qu'on pouvait aussi voir leur solidarité, parce que quand les producteurs faisaient des propositions, les acteurs mâles avaient des salaires plus importants que les acteurs, les actrices, tout de suite les hommes montaient au créneau en disant non, c'est les 6 pareils ou c'est rien. Ouais, d'ailleurs, chose que n'a pas réussi à faire Big Bang Theory, car je sais plus c'est qui, je crois que c'est celle qui joue la petite amie de Sheldon, j'ai oublié son prénom. Amy et Bernadette, ouais, qui étaient payées moins. Et ils n'ont pas réussi à négocier, donc du coup, c'est les 4 acteurs principaux qui ont baissé leur salaire propre. Enfin voilà, qui passaient une partie de leur salaire à ces 2 actrices pour que tout le monde touche le même salaire. En même temps, ils n'avaient pas David Schwimmer et Lisa Kudrow pour négocier. Complètement. Alors, pour en revenir à ce qu'on disait, cette amitié a continué même après l'arrêt de la série. Les uns les autres ont joué dans les séries avec des copains. David Schwimmer a même réalisé des épisodes de la série Joey, le spin-off de Friends. Jennifer Aniston est la marraine de l'enfant de Courtney Cox. Et d'ailleurs, les 2 actrices sont restées très liées. Ce qui est sympa, c'est que même aujourd'hui, on peut continuer à voir sur les réseaux sociaux de chacun des petites photos passées lorsqu'ils se voient entre eux. Ça fait toujours plaisir. Il y en a eu une de postée la semaine dernière où tu vois Jennifer Aniston, Courtney Cox et Matt LeBlanc. Oui. Alors Matt LeBlanc, parce qu'aux États-Unis on dit LeBlanc. Ah oui. Et d'ailleurs, il l'appelait LeBlanc. Il l'appelait jamais Matt, mais il l'appelait LeBlanc. Et David Schwimmer, il l'appelait The Schwim. Voilà, c'était la petite anecdote. Alors bon, bien sûr, la série, le succès de la série est beaucoup grâce aux acteurs, mais c'est surtout que c'est différentes petites choses accumulées qui ont fait le succès de la série. C'est aussi la capacité qu'avaient les producteurs et scénaristes à adapter et à faire évoluer la série, que ça soit en fonction de ce qui se passait dans la vie privée des acteurs et dans le monde en général. Par exemple, l'exemple le plus concret, c'était la grossesse de Phoebe. Quand Lisa Kudrow a annoncé à la production sa propre grossesse, les producteurs ont d'abord pensé à faire ce qui se fait souvent dans le milieu des séries, c'est le cacher à l'écran, cacher la grossesse à l'écran. Seul hic, c'est que la grossesse est arrivée en tout début de saison, donc compliqué à cacher pendant 22 épisodes et pendant une saison complète. Donc c'est là que les scénaristes ont eu l'idée de la grossesse multiple du personnage de Phoebe.
qui a valu à Lisa Kudrow, d'ailleurs, du coup, la pauvre, apporter une prothèse supplémentaire à son ventre de grossesse, car elle n'en attendait qu'un. Donc, fallait un ventre d'une personne qui attend des triplés. Donc, du coup, elle portait son bébé, plus une prothèse pour la rendre encore plus grosse. Alors, autre exemple, faire jouer les conjoints des acteurs, c'est arrivé souvent. Ah, ça, c'est clair. Alors, les scénaristes se sont donnés à cœur joie pour écrire des rôles sur mesure à Brad Pitt, à David Arquette, alors, respectivement les maris à l'époque de Jennifer Aniston et Courtney Cox. Alors, pour Brad Pitt, son personnage était le cofondateur avec Ross du club qui détestait Rachel. Cet épisode est juste génial, quoi. C'était bien vu. Ah, putain. Le club de ceux qui détestaient Rachel. Voilà. Quant à David Arquette, il jouait le psychopathe qui suit Phoebe pensant suivre Ursula. Il y a eu aussi une tripotée de guests incroyables, hein, comme Julia Roberts, Jean-Claude Van Damme, Charlie Sheen, Danny DeVito en stripteaseur, Oh, putain, oui. Ben Stiller, Charlton Heston ou encore Sean Penn, Hugh Laurie. La liste peut continuer parce qu'en tout, c'est une 50aine de stars qui sont passées sur les plateaux de la série. Et d'ailleurs, Hugh Laurie, beaucoup de gens ne voient pas où il est, parce qu'en fait, à l'époque, il avait un duo de comiques. Il est anglais, donc il avait un duo de comiques en Angleterre. Et il joue dans l'épisode où Rachel prend l'avion, s'en va, et il est à côté d'elle. Et bon, il est beaucoup plus jeune, il n'a pas du tout la tête de Dr House. Et du coup, peu de gens à l'époque l'avaient reconnu, et même après les maintes rediffusions, beaucoup de personnes sont pas perçues que c'était lui. Et c'est un mec blasé, complètement saoulé par ses états d'âme. C'est ça. Alors pour moi, il y a une mention spéciale quand même dans les apparitions, c'est Kathleen Turner. Parce que dans le rôle du père transgenre de Chandler, je trouve qu'elle est juste mais exceptionnelle. Que ça soit sur sa gestuelle, sur son intonation avec cette voix super grave. Voilà, je trouve que ça matchisse tellement bien avec Matthew Perry. Enfin, pour moi, voilà, c'était... assumer ce côté masculin aussi qu'elle a en elle. Voilà, c'est ça. Et ça matchait tellement bien. Enfin, pour moi, c'était un des meilleurs personnages, une des meilleures apparitions en tout cas. Alors, Billy Crystal et Robin Williams font aussi une apparition au début d'un épisode. C'est quand même la classe. Clairement la classe. Mais il faut savoir que c'était pas prévu du tout au départ. Ils tournaient ensemble un film sur le studio à côté de Sweet Friends. Entre deux prises, les deux acteurs ont été se balader, mais ils se sont trompés de studio à leur retour et ont atterri sur celui de la série. Elle est con. Alors quand l'équipe de Friends les ont vus errer, ils ont sauté sur l'occasion et leur ont demandé de tourner une courte scène et ils ont accepté. Cette scène a été écrite et tournée en moins d'1 heure. Oui, c'est en plus une grande improvisation, du grand n'importe quoi. Voilà. Du grand Robin Williams, du grand Billy Crystal. Et, tout à fait, ouais. Encore la preuve que quand une alchimie existe entre deux personnes acteurs, tout de suite ça fonctionne. Tu m'étonnes, peux surtout tout faire. ces deux-là, quoi. C'est des génies. Alors, outre les guests, il y a eu aussi des grands acteurs pour jouer des personnages récurrents. Alors, Jon Favreau, votre petit chouchou, je pense, dans l'un de ses tout premiers rôles. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Et bien donc avant de devenir le réalisateur d'Iron Man ou du Roi Lion, entre autres, il jouait un riche informaticien fan d'Octogone et de Free Fight. Voilà. On a vu Tom Selleck, aka Magnum, Paul Rudd, aka Ant-Man, qui jouait les petits amis de Monica et de Phoebe. C'est ça. Mais pour moi, celui qui a marqué dans son rôle de père à moitié psycho de la petite amie, de la jeune petite amie de Rose d'ailleurs, c'est Bruce Willis. Pour moi, il était excellent dans le rôle. Et ce qui est marrant, c'est que la superstar, en fait, elle a atterri dans Friends grâce à Matthew Perry. Parce que les deux acteurs avaient tourné ensemble l'année juste avant le film Mon voisin le tueur. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça je vous laisse juger. Mais un bon succès. Voilà, encore plus le 2. Bref, mais ils se sont super bien entendus sur les plateaux. Au point que Matthew Perry avait fait pour promettre à Bruce Willis, lors d'un pari, que si la star perdait ce pari, il devait tourner dans Friends, mais en plus gratuitement. Et c'est ce qui s'est passé. Grand bien pour nous. Et en plus, c'est bien, c'est que Bruce Willis a tenu parole. Il est vraiment venu tourner dans Friends, surtout qu'il a un rôle quand même important dans la saison, parce qu'il revient souvent, mais gratuitement. Alors, je tenais à ouvrir une petite parenthèse. Mais ouvrons cette parenthèse. On parle tout à l'heure des guests connus, donc des acteurs qui étaient déjà connus et qui ont fait une apparition dans la série Friends. Mais ce qui peut être amusant aujourd'hui avec le recul, après 10 ans de la série, c'est de repérer ceux qui ont fait des petites apparitions et qui allaient devenir plus tard très connus. Alors, un des exemples que j'ai en tête, c'est Hélène Pompeo, donc, qui allait devenir la fameuse docteur Grey, et qui allait avoir sa propre série, qui dure encore après sa 15e saison. En fait, elle fait une petite apparition de standardiste dans la série Friends. Et voilà, donc du coup, on peut aussi s'amuser, quand on regarde les épisodes de Friends, à repérer des têtes connues, mais qui n'étaient pas du tout à l'époque. C'est clair.
Alors des fois, il faut aussi improviser face aux cas exceptionnels. Dans le deuxième épisode de la saison 3, celui qui a du mal à se préparer, il y a un running gag tout au long de l'épisode entre Joey et Chandler pour une place sur un fauteuil dans le salon des filles. Ils font des allers-retours incessants entre les deux apparts pour s'habiller. Ils sont tous invités par Ross qui les attend pour une réception de paléontologue. Les psychopathes, quoi. Sauf qu'à chaque fois, l'un pique la place de l'autre sur le fauteuil à un moment donné. Joey et Chandler se retrouvent côte à côte et se mettent à courir pour arriver en premier sur ce fameux fauteuil. Sauf que Matt LeBlanc, je vais avoir du mal avec ça, va faire une chute et se luxer la clavicule. Du coup, arrêt du tournage pour cet épisode. Matt LeBlanc, devant porter une attelle pendant plusieurs jours, va obliger les scénaristes à trouver un stratagème dans l'épisode d'après pour expliquer le port de cette attelle. C'est pour ça qu'à l'épisode 3 de la saison 3, celui qui avait la technique du câlin, débute par Joey qui saute sur son lit, chute et se fait engueuler par Chandler. Alors d'ailleurs, si on revient 2 secondes sur cet épisode 2 où tout le monde met des heures à se préparer, on s'aperçoit qu'il rentre dans la catégorie des bottle épisodes. La série Friends est devenue une adepte de ce procédé à partir de cet épisode de la saison 3. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'une petite astuce des showrunners pour faire économiser de l'argent à la production. Quand le budget d'une saison est déjà atteint, les auteurs écrivent un épisode au coût minimal, décor unique déjà existant, acteurs principaux du show car sous contrat, pas d'effet spécial. Et quand on y songe bien, c'est un procédé que l'on retrouve dans bon nombre de séries, comme le fameux épisode de La Mouche dans Breaking Bad. L'origine vient en fait de la série Star Trek, qui tournait certains épisodes uniquement dans le vaisseau, ship en anglais, toute une histoire dans un seul lieu, le fameux bateau dans une bouteille. Et du coup, au final, en fait, il s'avère que les auteurs de Friends ont écrit plusieurs, et ils ont trouvé un grand succès grâce à leur génie d'écriture, en fait. Exemple, celui qui ne savait pas flirter, où Ross craque pour une livreuse de pizza qu'il drague lamentablement. Il est génial d'ailleurs cet épisode. Ou encore celui qui voulait faire jeune, où Monica et Chandler font une fête pour annoncer leur mariage. Enfin voilà, les scénaristes utiliseront en fait par 11 fois ce procédé à partir de la saison 3. Donc l'épisode où tout le monde doit se préparer mais 3 heures a été le premier. Et la dernière fois, ça sera avec l'épisode 18 de la saison 9, celui qui devait gagner à la loterie. Alors, il faut savoir aussi que Matthew Perry était aussi drôle que Chandler dans la vraie vie. Les auteurs lui demandaient souvent son aide quand ils s'apercevaient que la blague qu'ils avaient écrite ne donnait pas bien devant la caméra. Alors, 9 fois sur 10, c'est la proposition de Matthew qui faisait mouche, tout comme ses improvisations en répétition sans que ses camarades soient au courant. Alors j'en ai une petite. Dans les saisons, à partir du moment où ils commençaient à vivre avec Monica, ensemble, dans l'appartement de Monica, il y avait souvent des scènes qui démarraient où ils sortaient des toilettes. Et à chaque fois, il disait à Monica des choses ignobles sur ce qui venait de sortir de son anus. Ah, voilà, on va pas être... voilà. Et donc, à chaque prise, il s'amusait à trouver un texte. Et le problème, c'est qu'il était de pire en pire. Et le problème, c'est que c'était fait pour déstabiliser Courtney Cox, qui à chaque fois partait en fou rire et partait en vrille. Parce que si on regarde bien d'ailleurs toutes les interventions comiques de Chandler, on s'aperçoit qu'aucun des autres personnages ne rigole à ses blagues. C'était voulu, c'était tout simplement pour ne pas perdre trop de temps justement sur le déroulement des épisodes. Bah ouais, parce que forcément, s'il partait dans un truc de faire rire les autres personnages autour de lui sur les blagues, fallait après rebondir dessus, pourquoi il rigolait, machin, etc. Et effectivement, bah, les épisodes auraient soit été rallongés, ou du coup ça aurait niqué l'intrigue. Hein, voilà. Donc dernière petite anecdote sur les choses qui ont fait que Friends était une série hors norme, c'est le fou rire d'un acteur qui n'a pas été coupé au montage. Alors je vous conseille de le regarder parce qu'en plus on le voit, mais quand on le sait, on ne voit que ça. Ça se passe dans l'épisode 22, celui qui était le pire témoin du monde, donc c'est dans la saison 4. En fait, c'est quand Ross, Chandler et Joey organisent un enterrement de vie de garçon à Ross, avant son mariage avec Emily. Donc ils pensent en fait ils vont venir une stripteaseuse, etc. Il y a toute une soirée, et puis Joey, comme d'habitude, couche avec. Et le lendemain matin, ils pensent que la stripteaseuse a volé la bague de mariage que Ross avait confiée à Joey. Donc ils lui tendent un guet-apens dans le bureau de Chandler, ils la font revenir quelques jours plus tard dans son propre bureau. Et au moment où Ross s'énerve après l'innocente jeune femme, on voit Matt LeBlanc en arrière-plan qui est derrière Chandler et Ross. Et Matt LeBlanc s'explose de rire, mais du coup il s'explose tellement fort qu'il se met la main dans la bouche, il se plie en deux en fait, mais sauf qu'on ne voit que ça. Quand on le sait, on voit que ça, quoi. Donc c'est une scène très drôle que je vous conseille de regarder sur YouTube. Et il y a un autre exemple dans ce cas, c'est justement avec Matt LeBlanc qui, à un moment, on l'attend pour une soirée et il fait croire qu'il est malade.
Et en fait, il est dans un peignoir. Oui. Et donc, il arrive dans l'appartement de Monica et tout le monde dit non, mais arrête de nous faire croire que t'es malade. On sait très bien que t'es habillé sous ton peignoir. Et donc, il ouvre son peignoir, évidemment de dos. Tout le monde est choqué parce qu'il est à poil. Ce qu'en fait, ce que l'histoire ne disait pas, c'est qu'il était effectivement relativement peu habillé, mais il était en caleçon. Et sur le caleçon, il avait collé la tête de Matthew Perry. Et ça, quand on le sait maintenant et qu'on regarde le visage des acteurs en face de lui, on comprend beaucoup de choses. Tu m'étonnes. Alors Friends, bien sûr, a eu un succès national aux États-Unis. Hein, ça a été le carton, mais ça a été aussi un carton internationalement parlant. Surtout, par exemple en France, hein, bien sûr. Alors Friends, c'est aussi une série qui détient pas mal de records, et le groupe de rock The Rembrandts peut en témoigner. Quand les producteurs ont fait appel à eux, c'était pour écrire un générique entraînant et court. Ce qu'ils ont fait, et le I'll Be There For You est né. Sauf que la série a rapidement explosé et son générique est devenu un hymne tel que Warner a demandé au groupe d'en écrire une version rallongée pour qu'elle puisse passer à la radio. Le titre est resté en tête des ventes plusieurs semaines d'affilée. C'est clair. Un autre record, celui de l'audience aux États-Unis de l'épisode final, qui a réuni plus de 52 millions de téléspectateurs, plaçant ainsi la série à la 4e place du record d'audience pour un épisode de clôture. Alors c'est à la fin de la saison 8 que l'équipe de Friends a commencé à se demander s'il ne fallait pas penser à s'arrêter. On allait mieux partir en plein succès avant que la série commence à décliner. Mais le succès grandissant de Jennifer au cinéma a accéléré la chose à la fin de la saison 9 en fait. Car l'actrice a accepté quand même de jouer dans cette ultime saison, dans la saison 10, à condition que le tournage soit terminé en janvier 2004. Donc c'est pour ça que la saison 10 est beaucoup plus courte. Parce qu'après, elle voulait partir sur sa carrière cinématographique qui commençait à s'accélérer et à grandir. Alors, tout au long des 10 saisons, Friends a été un succès d'audience, mais elle a eu un seul petit coup de mou, en l'an 2000, lors de la saison 7. En fait, aux États-Unis, elle avait en face d'elle une nouvelle émission qui a surcartonné, Survivor. Le Koh-Lanta en France. C'est marrant, ça fait mieux Survivor quand même, parce que Koh-Lanta, c'est... Question de point de vue. Alors, pour pallier à cette chute, les épisodes ont été rallongés de 4 minutes, passant de 21 à 25 minutes, soit avec les pubs de 30 à 40. C'est énorme, parce que la série est rallongée de 4 minutes, mais par contre, en pub, bizarrement, avec les pubs, elle est rallongée de 10 minutes. Quoi. C'est un désastre. Hein, oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, quand vous regardez une série américaine, à chaque fois que vous avez un noir entre deux scènes, un écran noir, c'est une coupure pub, pour les États-Unis. Ouais. Donc voilà, je vous laisse compter, vous verrez. Ceux qui se plaignent pour la France avec 2 coupures pub par film. Alors imaginez les séries dont les épisodes font 40 minutes. Ouais, putain, non mais... Voilà. Donc hélas, ces épisodes rallongés ne sortiront jamais tels quels en DVD, mais en format 21 minutes habituel. Alors ça, c'est un truc de fou quand même. Ils ont fait toute une saison, alors pas toute la saison, mais une grosse partie de la saison où ils ont rallongé les épisodes. Et je sais pas pourquoi, quand ils les ont sortis en DVD, du coup, ça n'a été diffusé qu'une seule fois. Comme ça, tel quel, parce que la version qu'on a nous en France, par exemple, ce sont les bandes qui sont envoyées, donc ce sont les bandes internationales, donc les bandes DVD. Donc du coup, ce sont aussi les épisodes de 21 minutes basiques. Donc ces épisodes-là ne sortiront jamais pour l'instant. Enfin, en tout cas, pour l'instant, ne sont jamais sortis, ne sortiront jamais en DVD ou en Blu-ray. À l'international, Friends a aussi été tout de suite un carton en France. C'est d'abord la chaîne câblée Canal Jimmy en 1996 qui va diffuser la série, avant qu'elle soit arrivée en septembre 1997 sur France 2. Et d'ailleurs, elle est arrivée sur France 2 en 2 étapes, parce qu'en juin 1997, dans l'émission Ça se discute de la rue, ils ont fait une spéciale sitcom où il y avait plein d'acteurs français qui étaient invités. Et avant, donc l'émission était en deuxième partie de soirée. Et pour lancer cette soirée spéciale sitcom, ils avaient diffusé 2 épisodes de la série Friends. Alors, pas du tout les 2 premiers épisodes de la saison. C'était des épisodes de milieu de saison. Je crois même que c'était la 2e saison, un truc comme ça. Et ça a été un carton d'audience. Et du coup, dès la rentrée, la série est arrivée sur France Télévisions. Et alors, pour la petite histoire, il faut aussi se rappeler que qui a eu le nez fin et a acheté les droits de Friends en France, et d'ailleurs, quand les épisodes étaient diffusés, on avait le petit logo qui apparaissait au début, c'est AB Productions. Oui, merci monsieur Jean-Luc Azoulay. Il est fort ce mec. Alors aujourd'hui encore, elle est l'une des séries les plus diffusées au monde. Il suffit de voir l'argent que Netflix paie à Warner pour avoir les droits. Ouais, c'est fou, tous les ans, la plateforme de streaming payait 30 millions de dollars pour les droits. Mais en fin 2018, Warner a fait exploser l'addition et a demandé 100 millions pour que la série reste pour 2019. Et la Netflix a payé en précisant que ce serait la dernière année. Donc dépêchez-vous si vous avez Netflix, car au 31 décembre, Friends, c'est fini. Ouais. Après, il y aura Seinfeld
qui a été acheté, qui a été annoncé par Netflix. Ils ont acheté les droits pour remplacer Friends. Pour savoir, Seinfeld, c'était une série qui est arrivée avant Friends, qui faisait un carton aux États-Unis. D'ailleurs, elle a fait plus de 74 millions de téléspectateurs lors de son épisode final de fin de carrière. Donc c'était vraiment une très très grosse série qui a moins pris en France, qui était diffusée sur Canal. Mais voilà. On peut le dire clairement qu'il n'a même pas du tout pris en France, Non, et qui a pris dans très peu de pays étrangers, parce que souvent il était expliqué que c'était un humour trop américano-américain, et que c'était trop ciblé. Alors les Américains l'adoraient, l'a surkiffé, et c'est, je crois, la seule série qui a battu le final du Super Bowl en termes d'audience à l'époque. C'est ça. Ouais. Alors, il faut savoir, donc du coup, beaucoup d'entre vous, je pense, le savent. C'est que Friends fête du coup cette année ses 25 ans. Donc par exemple, pour vous, tiens, si Amandine, toi, si je te demande, pour toi, qu'est-ce qui a fait le succès de Friends jusqu'à encore aujourd'hui? Pour moi, personnellement, Friends, c'est vraiment la série souvenir nostalgique. Je la regardais en famille, avec mes copines, c'était le rendez-vous incontournable. Et par exemple, avec X-Files, c'était pour moi le début de l'addiction aux séries. J'ai découvert ce que c'était d'attendre un an après un cliffhanger. Est-ce que Ross va ouvrir la porte de Rachel ou la porte de Bonnie? J'ai tout acheté en coffret DVD. Je les ai vus un nombre incalculable de fois. En fait, c'était drôle, c'était rythmé, c'était touchant. Et encore aujourd'hui, j'ai toujours des répliques cultes de Friends qui me viennent en tête au quotidien. La série, elle me fait toujours autant rire quand je tombe dessus. J'ai toute mon affection pour les personnages et ça a été franchement difficile d'avoir ce terminé. Par la suite, j'ai cherché d'autres séries du genre. Pour moi, peut-être celles qui ont réussi à mettre la barre un petit peu à ce niveau, c'est How I Met Your Mother et Big Bang Theory. Ouais. Mais j'avoue que c'est série cultissime. C'est vrai que How I Met Your Mother a été souvent dit comme le digne héritier de Friends. Et toi, du coup, Monsieur S, qu'est-ce qui fait que la série t'a marqué? Si elle t'a marqué d'ailleurs. Parce que... évidemment, comme beaucoup de gens, elle m'a marqué. Je suis comme tout le monde. Pourquoi, quand elle a commencé à diffuser, je l'ai surkiffé, c'est pareil, tout le monde en parlait, tout le monde avait le vocabulaire Friends, on se mettait à parler comme les personnages, tout le monde voulait être aussi drôle que Chandler, voulait toujours être aussi attractif auprès des filles que Joey. Alors, personne par contre ne voulait être psychorigide comme Ross, mais bon, ça c'est un autre sujet. Les filles pareil, enfin le nombre de femmes qui se sont mis à faire les coupes de cheveux de Rachel, c'était un truc impressionnant. Donc c'est circulaire. C'est ça. Je pense que ce qui fait 25 ans plus tard fait que tout le monde est encore marqué par cette série, c'est que justement, quand on re-regarde les épisodes, et pourquoi ça nous fait encore rire, c'est que c'est pas un humour ciblé. On n'est pas sur, justement, comme par exemple The Big Bang Theory, un peu l'humour geek, on n'est pas sur une série hospitalière, ça peut être nous, ça peut être nos voisins, ça peut être des amis, en fait, chacun peut se retrouver un peu dans les Friends ou dans les personnages qui les accompagnent, et dans les situations qu'ils vivent, qui peut paraître bête comme chou, mais la qualité d'écriture, la relation intergénérationnelle, quand Monica sort avec Richard, porter un enfant pour quelqu'un d'autre, quand Phoebe porte les enfants de son frère, le transgenre avec la mère de Chandler. Enfin, on aborde des sujets un peu en plus largement en avance sur leur temps et qui aujourd'hui sont en plein dans l'actualité. Et donc finalement, cette série, quand tu regardes, elle n'a pas pris une ride de fait. Oui, parce qu'il y a même eu nos amis de la Manif pour tous seraient outrés de voir un couple de lesbiennes qui élève un enfant, par exemple. L'ex-compagne de Ross qui devient lesbienne, qui est enceinte de lui. Enfin bon, c'est vrai que là-dessus... Et rappelons-le, c'était il y a 25 ans. C'était il y a 25 ans. On n'était pas encore dans les années 2000. C'était il y a même plus de 25 ans. Parce que... les diffusions aux États-Unis, oui. Donc du coup, ils sont vraiment en avance sur leur temps. Ce qui fait que quand on est en avance sur leur temps, 25 ans plus tard, on est pile poil dans son époque. Moi, Friends, en fait, le truc, j'ai découvert la série dans l'émission. Alors attention, parce que je suis plus vieux de la bande, donc voilà. J'ai découvert Friends, en fait, dans l'émission de Michel Denisot à l'époque, qui passait le dimanche, qui était une émission média. Et ils avaient commencé à parler de l'explosion de cette série. Et quand j'ai appris qu'elle arrivait en France sur Canal Jimmy, qui était une chaîne câblée de Canal Sat à l'époque, moi j'étais très déçu parce que je n'avais pas Canal Jimmy. Donc j'ai été très heureux de l'avoir arrivé sur France Télévisions. Et je me rappelle que j'achetais à l'époque, Warner n'avait pas de contrat d'exclusivité avec France Télévisions, donc sortaient les coffrets DVD après les diffusions américaines. Donc du coup, on pouvait acheter les coffrets avant sa diffusion française.
Et pour la petite histoire, c'est qu'à l'époque, les coffrets étaient vendus soit c'était un coffret VOST ou soit le coffret en version française. Donc moi, je les achetais en VOST parce que franchement, si j'ai juste un conseil à vous donner, alors c'est pas pour faire du puritain qu'il faut regarder les trucs en VO, etc. Mais c'est vrai que pour Friends, le talent d'acteur et le talent d'interprétation est tellement incroyable et dingue, même si les voix françaises sont très bonnes, sauf quand il y a eu le changement de casting au moment de la saison 9. Mais les acteurs américains sont juste dingues. Et moi, donc, du coup, j'ai découvert Friends comme ça. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est que c'est un humour intemporel. Et moi, j'avais l'impression d'être avec des potes quoi, quand je regardais la série. Et tous les sujets qui étaient abordés pour l'époque, je trouvais ça très, très avant-gardiste. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'elle est intemporelle, cette série. Tu peux la regarder maintenant. En plus, je la regarde maintenant avec mes yeux de trentenaire, alors que quand je l'ai regardée au début, j'avais pas encore 20 ans, mais pourtant j'avais accroché déjà à la série. Et en fait, plus je vieillis, plus j'apprends à l'apprécier, et elle est intergénérationnelle. C'est pour ça qu'il y a plein de gamins, ou même des jeunes qui n'étaient même pas nés quand la série a démarré, qui aujourd'hui la regardent, et c'est pour ça qu'elle est encore l'une des séries les plus diffusées au monde, parce que voilà, elle est super bien écrite, quoi. Et puis c'est juste, voilà, c'est une alchimie de choses qu'on a évoquées pendant tout le podcast, pendant toute l'émission. Mais c'est vrai que voilà, Friends pour moi c'est vraiment un truc qui restera gravé. Et pour moi, oui, effectivement, comment Met Your Mother a été un bon successeur. Enfin, moi j'ai bien aimé la série. Bon, je pense qu'elle était beaucoup aussi portée par Barney Stinson. Mais voilà, après Big Bang Theory aussi derrière a pris la suite. Mais c'est vrai que l'intemporalité de Friends, je mérite une pièce en chocolat pour l'avoir dit, voilà, restera, et c'est ce que je pense qui continuera à faire que la série est un succès incroyable, quoi. Donc oui, tu voulais dire quelque chose, monsieur S? Non, c'est juste que aujourd'hui encore, qui fait un déménagement sans dire à un moment ou à un autre mais c'est clair. Turn, pivot. Shut up. Non mais c'est clair. Non, mais Qui n'a jamais eu dans un dîner une dispute entre amis à cause du ils étaient en pause. Oui, mais c'est ça. Non mais c'est clair. Non mais puis il y a plein de trucs. Et puis c'est une série voilà qui rappelle plein d'anecdotes et que tu sois fan, même je pense en fait sans être ultra fan. Et c'est des séries avec des épisodes qui marquent et des expressions qui marquent. Et ça c'est indémodable. Alors bien sûr, hélas, la série c'est fini, parce qu'il fallait bien qu'elle se termine un jour ou l'autre. Mais depuis donc la fin de la 10e saison, il y a une Arlésienne qui revient tout le temps en disant que d'un potentiel retour de la série. Alors soit sous la forme d'un film, ou d'un téléfilm, ou encore même d'une mini-série. Pour le moment, honnêtement, ça n'a pas l'air bien parti, même s'il y a eu plein de rumeurs, etc. Bon, voilà. Ouais, ça commence à être trop tard, là. Ouais, voilà, déjà, ils commencent à prendre tous un petit peu de l'âge, mais c'est surtout que, à la base, honnêtement, je pense que même si la série revenait, le noyau de base de la série, qui est Martha Kaufman, Kevin Bright et David Crane, eux sont tout à fait contre. Donc je pense qu'eux ne seront pas présents si la série revenait, à moins que... Après, on ne sait jamais, avec un billet vert, on peut faire plein de choses. Mais je pense que non, c'est leur bébé. Je pense que si Friends revient, en tout cas, ça sera, hélas, sans eux. Oui, et puis les acteurs, ils sont plutôt unanimes sur le fait que faire un film ne serait pas une bonne idée. Ouais, ça c'est clair. Même si en 2009, il y avait une rumeur lancée, comme quoi Warner et les producteurs originaux de Friends travaillaient sur un scénario, la rumeur avait pris tellement d'ampleur que Warner a dû faire un communiqué officiel pour expliquer que rien n'était vrai. Et d'ailleurs, la rumeur, elle avait été lancée par l'acteur qui joue Gunther. En 2009, c'est lui, lors d'une interview, qui avait dit oui, je peux vous certifier qu'un film est en préparation, les acteurs sont tous ok, machin, etc. Le truc. Et du coup, ça avait fait boule de neige partout dans le monde, quoi. Alors qu'à contrario, et d'ailleurs on pourrait citer en exemple, celui qui avait l'air d'être le plus convaincu qu'un retour serait une mauvaise idée est David Schwimmer. Car pour lui, la série a eu une très belle fin, et revenir ne ferait que tout gâcher. Après, c'est pas faux. C'est vrai que la fin, elle est... Ce que j'aime bien dans Friends, c'est ça aussi. C'est que je trouve que la fin, elle est propre, elle est classe, elle est simple, mais elle dit tout. C'est-à-dire que le fait qu'ils déposent tous leurs clés et qu'ils rentrent ce fameux appartement qui était la pièce centrale, avec le Central Perk, mais qui était la pièce centrale de tous, parce que tous, à un moment donné, ont quasiment tous vécu dedans. Oui. Donc, je trouvais la fin était super. Bien sûr, elle était juste. Ouais, elle était juste, elle était bien. Même si j'avais un déchirant parce que ma série préférée s'arrêtait, mais c'est vrai qu'elle était bien. Et le fait, voilà, de relancer comme ça un truc,
Mon côté fan dit oui, d'accord, allez, revenez s'il vous plaît, mais ma conscience me dit que ça serait pas forcément une super idée. Par contre, les 3 filles, elles seraient partantes pour un retour, hein. Jennifer Aniston, elle l'a même expliqué sur le plateau d'Hélène DeGeneres. Elle expliquait « Je le ferai, les filles le feraient, et les garçons aussi, je pense. Tout peut arriver. » Et preuve d'ailleurs de leur engouement, Jimmy Kimmel avait réussi à réunir les 3 actrices Ouais, sur le plateau de Friends pour un petit sketch rigolo à regarder sur le net. exactement. Alors, c'est vrai que les acteurs, à part Jennifer Aniston, ont du mal à avoir une carrière stable Ouais. et prolifique et vraiment visible. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent plus, mais David Schwimmer est beaucoup passé à la réalisation. Matt LeBlanc a fait plusieurs essais de séries qui ont plus ou moins bien fonctionné. Alors, sa dernière en cours en date, épisode, Elle marche très fonctionne bien. très Il a bien. même eu un Emmy Award, Mhm. mais le truc c'est que elle marche aux États-Unis, mais elle n'est pas vendue internationalement par un. Ouais. Elle est diffusée quasiment nulle part. Et c'est dommage. Enfin, d'ailleurs, je trouve ça super étonnant qu'aucun producteur ait décidé d'acheter les droits parce que encore elle serait passée lambda, mais enfin bon, il a été primé quand même pour cette série et tout. Donc je trouve ça, ouais, je comprends pas pourquoi le non-engouement autour de ça. Alors, est-ce que parce que c'était que Joey, la série spin-off, Ah, il y a même moins eu bien une- marché. Voilà, ouais, il y a eu une ouais. série spin-off sur Joey qui était pas top. Alors certains épisodes étaient sympas, voilà, mais c'était pas non plus. Alors après, voilà, est-ce que c'est peut-être ça qui a fait que. Bah justement, il n'y avait pas ce noyau de plusieurs Bah, personnages c'est ça. forts. Ouais, voilà. ouais, c'est clair. Faire un spin-off avec une série au départ avec 6 personnages forts et faire un spin-off avec un seul de ces personnages, Ouais. soit ils avaient tous les 6 leur spin-off, Oui, voilà, c'est ça. soit il fallait pas le faire. Bon, ils l'ont fait et la preuve en est, ça n'a pas vraiment fonctionné. Pourtant, ils ont essayé parce qu'ils ont même mis Chandler dedans parce qu'il y a dans l'appartement de Joey. Il y a une petite photo où il y a Chandler et lui qui est souvent visible dans tous les épisodes. C'était trop mignon. Enfin, en tout cas, si le bon projet, avec peut-être le salaire, qui arrive un jour, qui sait. Oui, bah de toute façon, après, voilà, avec Avec les Friends à la retraite. Oui, voilà, non, et puis c'est sûr que si un jour Netflix décide de passer la seconde, ou une autre plateforme comme Apple qui va bientôt arriver, etc. Enfin voilà, si une plateforme de streaming décide un jour de faire péter le chéquier, je pense que oui, il y aura sûrement des chances qu'on ait quelque chose. Alors, après, sous quelle forme ce qui revient souvent, c'était une mini-série de 5 épisodes qui voilà, racontait l'après, ce qu'ils étaient devenus, etc. Mais c'est vrai que, hormis Jennifer Aniston qui cartonne, même si sa carrière commence un petit peu à descendre, et bon voilà, qu'elle utilise beaucoup les plateformes de streaming maintenant pour tourner quelques films, c'est vrai qu'hormis ça, si je peux vous conseiller la super performance de David Schwimmer dans American Crime Story, Saison 1. Saison 1, ouais, sur O.J. Simpson. Il joue le rôle du père de Robert Kardashian, le père de la famille Kardashian, de Kim Kardashian et tout le reste. Il est excellent dedans, il est très très bon. En plus, le voir dans un rôle dramatique, c'est pas mal parce que pour moi, alors Chandler était très drôle. Les blagues de Chandler me faisaient, mais celui moi qui m'a toujours fait le plus rire dans Friends, c'est Ross. Je trouvais qu'il avait une manière, c'était ses mimiques en fait, ses mimiques gestuelles et son faciès. Je trouve que David Schwimmer était pour moi le plus drôle, et le voir dans une série dramatique, et le voir en plus bon dans une série dramatique, qui en plus la série est géniale, franchement je vous la conseille. Voilà, partez là-dessus. Mais c'est vrai que pour les autres acteurs, ouais, là Matthew Perry va revenir, là incessamment sous peu. Alors je crois qu'elle vient de démarrer aux États-Unis avec une nouvelle série, une fois de plus. Lisa Kudrow a fait un petit carton avec une série qui était imaginable par webcam, etc. D'ailleurs, ils ont quasiment tous participé à cette série. Elle avait bien marché, mais d'elle-même, elle a décidé de l'arrêter. Et Courtney Cox avait eu un succès ouais, d'estime Courtney avec Cougartown. ouais, avec Cougartown, elle avait bien réussi, mais après, voilà, depuis, pareil, il y a eu un essai, mais ça n'a pas été l'essai qui a fait qu'ils sont repartis. L'un ou l'autre est reparti comme en 14 sur un nouveau projet qui a fait un succès mondial. En même temps, après 2 saisons à $1 million l'épisode, on va pas pleurer sur leur PEL. Non, mais ça là-dessus, le côté financier, moi je pense qu'ils sont très bien. Ils sont très bien, oui, ça là-dessus. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est une série qui. Bon, après, la chance qu'on a, c'est qu'elle est rediffusée et multi-rediffusée dans le monde entier et en France. Je crois que pendant un moment, elle a été diffusée sur 3 chaînes en France, au moment où la TNT est arrivée. Donc voilà, donc il y aura toujours. Et honnêtement, je pense même sur la rediffusion télé, je pense que toute personne d'à peu près une trentaine d'années aura un jour, comme les films Disney,
envie de sortir ses vieux DVD de Friends, Ouais, mais c'est et les ça. montrer à ses enfants. C'est clair. C'est que, voilà, bon, t'as regardé les Disney, bon, allez, maintenant t'as 14-15 ans, allez hop, on va Voilà. commencer à autre Et chose. je vais te montrer ce que c'est un DVD double face. Voilà. Oui. Parce que les DVD à l'époque, quand ils sont sortis, les coffrets, c'était des DVD Double double face. face avec 3 épisodes de chaque côté. Ouais, non, c'était des choses comme ça innovantes chez Warner. Vous avez d'autres choses à rajouter peut-être sur la série? Bah écoute, si t'as commencé un tour de table des personnages préférés, je pense qu'on pourrait tous le faire. Ah bien sûr, ouais, ouais. Parce que toi, donc, tu t'es marqué par David Schwimmer dans le rôle de Ross. Moi, personnellement, un de mes personnages favoris, et donc une de mes actrices favorites parmi les 3, c'était Lisa Kudrow. Le personnage de Phoebe, pour moi, bah, voilà, c'est que Courtney Cox et Jennifer Aniston sont des très bonnes actrices, mais Lisa Kudrow, elle a, pour moi, ce qu'on attend d'une actrice comique. C'est qu'elle est incroyable de drôlerie. Ouais, c'est clair. Elle a, comme un peu David Schwimmer justement, un faciès. On pense vraiment qu'à un moment, cette fille est vraiment idiote, est vraiment perchée, est vraiment folle, elle croit vraiment aux fantômes qui l'entourent. Enfin, quand tu la vois, alors on ne voit pas puisque c'est un podcast, mais quand Oui, enlever les mauvaises ondes. elle enlève les mauvaises ondes. Enfin, elle est vraiment habitée et moi, des épisodes que j'attendais avec impatience, c'était les épisodes où elle voyait sa sœur. Ouais. Parce que là, on voyait la performance d'actrice, c'était de jouer ces deux rôles complètement, comment dirais-je, vraiment différents, diamétralement même différents. Et rien que pour ça, moi, j'ai trouvé génial. Et puis, un de mes épisodes très préférés aussi, vers la fin, c'est l'épisode de celui qui parlait français. Oui, forcément. Et voilà, c'est formidable. de D'ailleurs, voir aussi. pour cet épisode, regardez-le en version Ah bah originale, oui, parce il faut, qu'en il faut, version il faut. française, elle ne parle pas français. Je crois qu'elle parle, je sais plus quelle langue. Je crois que c'est espagnol, il me semble. Parce qu'en fait, il y a un épisode où Joey, pour pour un tournage, enfin pour une pièce de théâtre, doit parler français. Et comme il ment tout le temps sur son CV, bah, il dit oui, je parle français. Sauf que bah, quand Phoebe lui apprend qu'elle sait parler français, en gros, elle commence à lui parler. Donc Lisa Kudrow, en version originale, commence à lui parler français. Et quand Joey répond, il fait ablage, bleu. Et donc elle va s'énerver, machin. Et donc pendant plusieurs séquences dans l'épisode, elle parle français, surtout à la fin où elle parle super bien français. Alors ça aide. Son mari est français. Oui. Donc voilà, ça aide aussi. Mais donc du coup, c'est vrai que l'épisode était drôle. Et moi, ce que j'adorais dans Phoebe, alors il n'y en a pas eu souvent, mais c'est quand elle s'énerve. Quand elle part en vrille, à chaque fois, c'est juste hilarant. Quand elle s'énerve auprès du jeu vidéo, quand elle pète un plomb et que Ross arrive avec Ben, avec son fils, il lui cache les oreilles et tout. Oui. Ou quand elle explose, quand elle voit Monica et Chandler se picoter et qu'elle est dans l'appartement de Ross et qu'elle dit « Ah, mes yeux !» Enfin, c'est, voilà, Et quand elle court. Oui, quand elle court. Ouais, quand elle court. Ouais. Poursuivi par le diable. Voilà. Ou quand elle fait Le chien du voisin. Quand elle fait du vélo aussi, avec ses petites franges, là, son vélo avec les roulettes. Enfin bon, c'est sûr que le personnage est génial. Et toi, Amandine? C'est ça qui a été très fort aussi, c'est que quand on regarde la première saison, ils étaient quand même très caricaturaux. Les personnages étaient vraiment très folles, trop exubérantes, etc. Et ils ont quand même réussi à nuancer tous les personnages. Rachel était très agaçante, vraiment. Elle a gardé ce côté petite fille gâtée, mais elle est devenue un peu plus adulte, un peu plus adoucie. Monica, elle était trop maniaque. Ils ont gardé tous les caractéristiques de leur personnage, mais en leur mettant un peu plus d'humanité, qu'on puisse quand même un petit peu se... Ben c'est ça, et d'ailleurs, ça tu peux le voir vraiment, parce que justement, comme on le disait en début d'émission, ils ont tourné les 4 premiers épisodes quasiment coup sur coup, durant l'été, avant la diffusion. Et si vous regardez les 4 premiers épisodes de la première saison, et vous regardez à partir de l'épisode 5, déjà les personnages changent. Dans les 4 premiers, ils sont quasiment tous identiques. Joey, d'ailleurs, est vraiment le gros dur, surtout dans le premier, le gros dur, avec le blouson en cuir, la grande mèche devant, etc. Et vous verrez qu'il y a déjà un changement entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Alors je pense que là, par contre, le panel de téléspectateurs a peut-être joué dans la bonne partie. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment un changement entre les 4 premiers épisodes et le reste de la saison 1, déjà. Et donc, toi du coup, Amandine, ton personnage, enfin si t'en as un. Je dirais que c'est difficile à choisir parce que c'est un tout qui fait qu'on les aime tous. Mais moi, j'avais mon petit faible pour Chandler que je trouvais... à la fois hyper drôle, forcément le plus drôle de tous, et tu sens que c'est naturel chez lui, qu'il a vraiment un rythme de comédie. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont montré que c'est un personnage qui se cache beaucoup derrière les blagues, et
On peut savoir ce que c'est, voilà, de quand on est mal à l'aise, on fait une blague, quand on sait pas quoi dire, on fait une blague. C'est ça. Et au final, c'est un personnage hyper touchant, qui a eu du mal à s'attacher, à rentrer dans une relation, mais qui a grandi. Et puis c'était hyper chouette de les voir tous grandir, en fait, ces Ouais, c'est personnages. clair. Bah, d'ailleurs, ce côté de faire une blague quand il est mal à l'aise, tu le vois vraiment, il est vraiment mis en avant dans l'avant-dernier épisode de la 10e saison, quand Rachel part et qu'elle dit au revoir à chacun, et elle le prend dans la chambre pour lui parler, et au moment où elle lui fait à chaque fois qu'elle veut lui faire un câlin, il fait pfff, voilà. Donc il dit bon allez vas-y va-t'en parce que de toute façon j'y arriverai pas. Et c'est vrai que c'est ça. Et d'ailleurs c'est là où tu vois que soit le casting était très bien fait, ou soit au bout de 10 ans ils ont commencé, le personnage a déteint sur l'acteur ou l'acteur a déteint sur le personnage, je sais pas. Mais voilà, c'est vrai que Matthew Perry a eu des gros problèmes d'addiction, surtout dû à sa grande timidité, etc., qu'il avait aussi dans la vie. Et si tu regardes bien, Chandler était à peu près pareil, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un relationnel entre l'acteur et son personnage. Et je trouve pour les 6, alors peut-être pas pour Phoebe, parce que dans la vie elle est pas aussi perchée, Lisa Kudrow. C'est plutôt une femme même plutôt bien ancrée. D'ailleurs c'était la plus vieille du casting. Mais c'est vrai que pour les autres, il y a une similarité entre leur personnage et leur être réel qui était vachement prononcée. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, les amis. Alors, il y aurait plein d'autres choses à dire encore sur Friends, comme, allez, une petite dernière, comme les doublures qu'on voit de Monica ou de Rachel qui apparaissent à l'écran. Alors, je vous laisse chercher, parce que c'est très furtif, mais je vais quand même vous dire que c'est, comme je vous aime bien, voilà, c'est Monica. Donc, pour Monica, c'est dans l'épisode 5 de la saison 8, et pour Rachel, c'est dans l'épisode 15 de la saison 9. Alors, c'est très succinct. Surtout que dans la scène, elles sont des fois présentes et un changement de caméra, c'est plus elles, mais leur doublure, oui voilà, je vais y arriver. Mais je vous conseille de regarder, de checker, c'est drôle à chercher, mais voilà, c'est des petits trucs comme ça qui. Et si vous en êtes avec les arrêts sur image, je vous conseille de vous amuser. Amandine en a parlé au tout début de l'émission. L'ardoise magique de l'appartement de Joey et Chandler. Amusez-vous de temps en temps à faire des arrêts sur image pour essayer de voir et de décrypter ce qui est écrit. Et des fois, soit ça a un rapport avec l'épisode directement, soit ça n'a pas un rapport avec la série en général, et des fois ça n'a aucun rapport avec rien du tout, mais c'est juste drôle. C'est clair. Et une petite dernière, allez, pour la route, pourquoi pourquoi les acteurs, les personnages de Friends avaient toujours accès au canapé? Et bien tout simplement, à chaque scène où ils sont dans le Central Perk, je vous conseille de regarder la table, et vous verrez à chaque fois un petit panneau, il y a marqué réservé. Voilà, faut le voir, mais il existe réellement. Et du coup, c'est pour ça qu'ils avaient leur petit emplacement tout le temps réservé. Donc voilà, bon écoutez les amis, merci à vous deux. Merci à Amandine d'être revenue, et j'espère que tu continueras encore avec nous. Bah oui, d'autres podcasts entre amis. Yes, oui voilà, entre friends. Monsieur S, merci encore pour votre présence, comme d'habitude. On se retrouve bientôt, même très bientôt, pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager sur les réseaux, et surtout parlez-en autour de vous, et surtout n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour savoir si ça vous plaît, si vous voudriez qu'il y ait des choses qui changent, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas, on est là pour vous faire plaisir, pour se faire plaisir aussi, et partager notre amour pour la pop culture tous ensemble. Donc voilà les amis, écoutez, on vous fait des gros bisous, et on vous dit à très vite avec un nouvel épisode des podcasts du DamienCinématiqueUnivers.com. Ciao. Ciao. Au revoir à tous. Bravo.